Les États-Unis seraient prêts à frapper l'Iran dès ce week-end, selon des informations révélées par les médias américains CNN et CBS. De son côté, la Maison-Blanche affirme qu'il serait avisé pour l'Iran de conclure un accord rapidement, car il y a, je cite, de nombreuses raisons de frapper le pays. Mais alors, de quel potentiel accord parle-t-on, et les États-Unis sont-ils vraiment prêts à frapper l'Iran comme ils l'affirment? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Hugo est en tournage pour des grands formats qui arriveront bientôt, et en attendant, on est parti pour le sujet à la une de ce format d'actu du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, remettons juste un peu de contexte. L'Iran, c'est un pays d'Asie de l'Ouest de plus de 90 millions d'habitants. Depuis 1979, il est dirigé par le régime des Mollahs, un régime islamique actuellement sous l'ayatollah Khamenei, mais ce régime exerce une répression massive et sanglante. Le 28 décembre dernier, des protestations ont notamment eu lieu à Téhéran, la capitale du pays, d'abord pour protester contre le coût de la vie, mais les manifestations se sont ensuite transformées en un mouvement plus global appelant à la chute du régime islamique. Selon de nombreux médias et ONG, plus de 30 000 personnes auraient été tuées lors des répressions, on en avait déjà parlé en détail, et à noter que l'Iran est aussi placé sous sanctions internationales par plusieurs pays, notamment des alliés des États-Unis, qui considèrent l'Iran comme leur ennemi juré, et inversement. Il faut aussi rappeler que Donald Trump avait menacé, au début des dernières répressions, de bombarder l'Iran si des manifestants venaient à être tués, ce qu'il n'a finalement pas fait. Mais depuis, l'armée états-unienne a très largement renforcé sa présence militaire dans la région. Selon plusieurs médias qui ont vérifié les informations grâce à des images satellites, l'Abraham Lincoln, l'un des porte-avions des États-Unis, qui est aussi l'un des plus grands navires de guerre du monde, se trouve actuellement au large des côtes d'Oman, à environ 700 km de l'Iran. Ce navire embarquerait notamment près de dizaines d'avions dans des chasseurs F-35 capables de larguer des bombes, et il est également accompagné de destroyers, des navires capables de tirer des missiles longue portée. A noter aussi que le Gerald Ford, cette fois-ci le plus grand porte-avions au monde, se dirige également vers la région. Plusieurs déploiements américains ont aussi eu lieu vers des bases états-uniennes proches de l'Iran, à savoir en Jordanie, au Bahreïn ou encore au Qatar, une présence qui reflète donc bien l'ampleur de la préparation militaire américaine, et en réponse, l'Iran a affirmé que ses forces étaient, je cite, prêtes, le doigt sur la gâchette, à répondre immédiatement et avec force. Les gardiens de la révolution, les soldats d'élite placés sous les ordres de l'ayatollah Khamenei, effectuent aussi des manœuvres dans le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus importantes au monde, et menacent de le fermer en cas d'attaque. Mais alors pourquoi assistons-nous à une telle montée des tensions entre les deux pays? Eh bien, officiellement, cette montée des tensions s'inscrit dans le cadre des négociations sur le programme nucléaire iranien. Les États-Unis veulent principalement pousser l'Iran à signer un accord concernant le programme nucléaire iranien, avec notamment un arrêt complet de leur enrichissement d'uranium qui est nécessaire au développement du nucléaire. Les États-Unis, Israël et plusieurs pays occidentaux accusent l'Iran de chercher à vouloir fabriquer l'arme atomique, chose que l'Iran dément, assurant vouloir développer son nucléaire civil et non pas militaire. En tout cas, c'est officiellement à cause de cette crainte que les États-Unis et Israël avaient bombardé des sites nucléaires iraniens l'été dernier, on en avait parlé. Et au-delà de cet enjeu du nucléaire, les États-Unis exigent aussi que l'Iran limite son programme de missiles balistiques et cesse de soutenir ses alliés comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et le Hamas à Gaza. Mais pour faire simple, l'Iran ne souhaite négocier qu'autour de son programme nucléaire et demande, en échange de potentiels accords, une levée de plusieurs sanctions états-uniennes qui empêchent en partie l'Iran de se développer correctement. Ce mardi, dans le cadre de négociations qui se sont tenues en Suisse, l'Iran a assuré qu'il s'était entendu avec les États-Unis sur un ensemble de principes directeurs pour un possible accord, mais le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, affirme que des divergences persistaient sur certaines lignes rouges américaines. L'Iran s'est notamment dit ouvert à une vérification de son programme nucléaire, des vérifications que l'Iran a très largement limitées depuis les bombardements de ses sites l'été dernier, et aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie atomique affirme clairement ne plus pouvoir certifier le caractère pacifique du programme iranien. En tout cas, selon des responsables américains cités par le New York Times, l'Iran aurait demandé un délai supplémentaire de 2 semaines pour revenir avec des propositions diplomatiques plus détaillées. Ce mercredi, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que l'Iran ne voulait pas la guerre. De son côté, la porte-parole de la Maison-Blanche a estimé qu'il y avait, je cite, de nombreuses raisons de frapper l'Iran, en rappelant cependant que la diplomatie restait la première option. De son côté, Trump affirme garder toutes les options ouvertes. En fait, à l'heure actuelle, selon de nombreuses sources citées par les médias, Donald Trump n'a pas encore pris de décision finale quant au fait de bombarder l'Iran ou non. Selon le Wall Street Journal, citant des responsables américains anonymes, Trump aurait tout de même été informé d'options militaires, dont une visant, je cite, à tuer nombre de dirigeants politiques et militaires iraniens afin de renverser le gouvernement. La semaine dernière, Trump avait aussi déclaré qu'un changement de régime en Iran serait peut-être, je cite, la meilleure chose qui pourrait arriver. Alors pour le moment, difficile de savoir s'il s'agit de bluff ou d'une véritable menace, mais ce qu'on peut dire, c'est que de tels bombardements américains déclencheraient probablement une guerre avec un coût humain et économique énorme et pourraient aussi fortement embraser la région où l'Iran est allié de la Russie et de la Chine. On suivra évidemment tout ça, et avant de passer aux autres actualités du jour, je voulais aussi vous parler du Conseil de la paix de Donald Trump qui a
tenu ce jeudi sa première réunion à Washington aux États-Unis. Ce Conseil de la paix est en fait considéré par beaucoup comme une tentative de Trump de concurrencer l'ONU. Au total, 47 pays, dont seulement certains sont des membres officiels, étaient présents. L'UE y était aussi présente, mais seulement en tant qu'observatrice et non en tant que membre, pour notamment discuter du futur de la bande de Gaza, presque entièrement détruite suite à la réponse sans précédent du gouvernement israélien après les massacres du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas en Israël. Mais ce Conseil de la paix fait énormément polémique, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. En tout cas, à l'inauguration, Donald Trump a notamment déclaré que de mauvaises choses arriveront si aucun accord sur le nucléaire n'est trouvé entre l'Iran et les États-Unis. Il a également affirmé se donner 10 jours pour décider si un accord avec l'Iran était possible. On suivra ça et en attendant, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Samy et bonjour à tous. On commence avec cette actu concernant les crues qui frappent actuellement les régions de l'ouest de la France. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis ce jeudi une mobilisation totale et une indemnisation au plus vite pour les victimes. 5 départements étaient en vigilance rouge ce jeudi pour crues, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Loire-Atlantique. Le fleuve de la Garonne, qui a déjà inondé plusieurs villes et villages du sud-ouest, a débordé ce jeudi matin à Bordeaux et Libourne sans provoquer pour l'instant de dégâts majeurs. On en parlait hier, les inondations s'aggravent ces derniers jours avec le passage de la tempête Pedro en France depuis ce mercredi. En plus des vents forts, cette tempête amène de nouvelles précipitations dans l'ouest alors que les sols sont déjà saturés. Avec 35 jours de pluie consécutifs, la France a d'ailleurs enregistré ce mercredi sa plus longue série de jours de précipitations depuis le début des mesures en 1959 selon Météo France. Selon les scientifiques, ce type d'événement est amené à se répéter et à s'intensifier dans les années à venir en raison du changement climatique. Deuxième actu qui concerne l'affaire Epstein, l'ex-prince britannique Andrew, frère du roi Charles III, a été arrêté ce jeudi pour, je cite, soupçon de faute dans l'exercice de fonctions officielles. C'est la police de Thames Valley, où se situe la résidence principale d'Andrew, qui a confirmé sa garde à vue. Des perquisitions ont également eu lieu ce matin à 2 adresses en Angleterre présentées comme ses résidences, situées dans le Berkshire et dans le Norfolk. L'ex-prince est soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels à Jeffrey Epstein, ce milliardaire américain très influent qui a dirigé pendant des années un réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. La révélation de ces nouveaux documents s'ajoute aux soupçons qui planent déjà sur Andrew, à la suite notamment des accusations d'agression sexuelle de Virginia Giuff alors qu'elle n'avait que 17 ans. Principal témoin à charge dans l'affaire Epstein, cette jeune femme s'est suicidée en 2025. De son côté, Andrew a toujours nié avoir commis des agressions sexuelles. Suite à ces accusations, son frère, le roi Charles III, a déchu Andrew de tous ses titres, y compris du titre de prince fin 2025. Le roi s'était déjà désolidarisé d'Andrew, affirmant que c'était à lui de répondre aux allégations. Il y a quelques semaines, il s'était dit prêt à aider la police si elle l'approchait directement. Troisième actu, plusieurs centaines d'agents de sûreté de la SNCF et de la RATP vont être équipés de pistolets de type taser dans les semaines à venir, dans le cadre d'une expérimentation de 3 ans. Ce sont des armes de force intermédiaire qui envoient une décharge électrique pour neutraliser temporairement une personne sans devoir recourir à une arme à feu. Il devrait permettre aux agents de pouvoir maîtriser les situations violentes dans les réseaux de transport, selon le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Alors pour le moment, seuls 10% des agents de la police ferroviaire pourront en être équipés, soit environ 300 à 400 personnes. Il s'agit, je cite, d'une mesure à titre expérimental. Le ministère des Transports précise également que les agents concernés devront suivre une formation préalable, mais cette expérimentation ne fait pas du tout l'unanimité. Des associations de défense des droits humains, comme Amnesty International, alertent depuis des années sur les risques liés aux pistolets à impulsion électrique qui peuvent provoquer de graves blessures, voire la mort en cas d'utilisation abusive, notamment chez les personnes fragiles ou déjà en détresse. Quatrième actu, je voulais revenir sur l'arrestation à Châteauroux ce mardi d'un homme de 78 ans, militant du Rassemblement national, qui a tiré avec une arme et lancé des grenades sur des policiers qui venaient l'interpeller. Ces policiers étaient venus le placer en garde à vue pour une affaire de dégradation commise contre un cabinet médical, et alors qu'il le voit descendre ses poubelles, l'homme se serait retourné et aurait sorti une arme de poing, ouvrant le feu sans toucher les policiers. Il y a ensuite eu un échange de tirs entre l'homme et les forces de l'ordre avant qu'il ne se réfugie chez lui au 3e étage d'un immeuble. De là, il aurait lancé par la fenêtre une grenade qui n'a pas fonctionné, puis une deuxième qui a explosé sans faire de victime. Le RAID, qui est spécialisé dans les interventions les plus graves, a été appelé en renfort et l'homme a finalement pu être arrêté. Il a cependant dû être hospitalisé après avoir été blessé lors de l'opération. Chez lui, les policiers ont découvert qu'il était en possession de nombreuses armes non déclarées. D'après le maire de Châteauroux, Gilles Averroux, cet homme est un militant du Rassemblement national très actif et bien connu localement. Il a notamment été candidat aux élections législatives en 1993 sous la bannière du Front National, l'ancien nom du parti. A noter que selon le procureur, il n'y a aucune connotation politique ou militante dans
dans les faits, ni de contexte de radicalisation. Une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. 5e actu, 70% des procédures liées aux violences conjugales et sexuelles sont classées sans suite, selon le ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui s'est exprimé lors de son audition ce jeudi au Sénat par la délégation des droits des femmes. Ces classements sans suite se font, je cite, majoritairement pour infractions insuffisamment caractérisées, avec des délais de jugement qui peuvent dépasser 4 ans, 5 ans et même 6 ans pour les affaires de viol. En d'autres termes, souvent la justice estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour prouver juridiquement l'infraction, et quand les affaires ne sont pas classées, les délais de jugement peuvent être très longs. Il souhaite donc un changement de méthode dans la lutte contre les violences faites aux femmes face aux failles persistantes du système judiciaire. Il a donc annoncé la création d'un guichet national des téléphones grave danger qui alerte les forces de l'ordre en cas de violence conjugale dans les toutes prochaines semaines. Pour l'instant, il n'a pas précisé en quoi exactement ça consisterait, mais il a aussi annoncé l'homogénéisation des stages de responsabilisation des auteurs de violences sexuelles et sexistes. Ces annonces, elles interviennent alors que les associations féministes critiquent régulièrement l'action du gouvernement et l'appellent à intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes. Chaque année, entre 400 000 et 450 000 plaintes pour violences conjugales ou violences sexuelles sont déposées. Et on finit avec cette actu, le groupe irlandais U2 a fait son retour ce mercredi en sortant un nouvel EP intitulé Days of Ash, donc Jour de cendre en français. C'est le premier projet inédit du groupe depuis 2017. Il se veut une nouvelle fois engagé avec des chansons comme American Obituary, écrite en hommage à Renée Good, cette américaine tuée par un agent de l'ICE, la police de l'immigration, aux États-Unis début janvier à Minneapolis, alors qu'elle était au volant de sa voiture. Un autre titre, Yours Eternally, enregistré avec Ed Sheeran et le musicien soldat ukrainien Taras Topolia, dénonce la guerre en Ukraine. Sur son site, le groupe explique que cet album est, je cite, une réponse directe à l'actualité, inspirée par les nombreuses personnes extraordinaires et courageuses qui se battent en première ligne pour la liberté. Et merci Blanche, c'est tout pour les actus importantes d'aujourd'hui. Merci encore de nous suivre chaque jour sur nos chaînes, que ce soit ici sur YouTube ou en podcast, mais aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou encore en newsletter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à demain.